On est de retour, évidemment, qu'on va reparler de l'histoire de Trump. On a Jean-François Lisée tantôt. On va remettre ça sur la table. Je ne l'ai pas dit, mais on a aussi Bernard Gauthier, alias Rambo. Oui. Tantôt, qui va venir nous jaser. Oui. On me dit qu'il y a 2-3 petits trucs à dire là, concernant la FTQ. Sous toute réserve, là, en passant, il n'a pas voulu parler à personne d'autre. Ah! Fait que c'est bien ça, hein, Max, exactement. Il me confirme l'information. Fait que c'est ici que je pense que le sac il est plein puis il a envie de dévoiler des affaires. On va voir ça tantôt, donc après le bloc de Gary. Mais pour l'instant, comme à tous les mardis, on va jaser avec Vincent Geloso, professeur au George Mason University, économiste senior aussi, plus près de chez nous à l'Institut économique de Montréal. Salut Vincent, comment vas-tu? Bonjour. Très bien, comme toujours. Bon, je veux pas qu'on embarque sur le sujet parce que je sais qu'on a préparé autre chose, mais as-tu senti la terre trembler là, suite au meeting entre Trump et Carney? Comme je te disais en pré-entrevue, c'était deux hommes largement incohérents qui se parlaient l'un à l'autre et s'attendre à autre chose qu'un résultat incohérent serait une sorte de naïveté assez extrême. Voilà, le commentaire, l'éditorialisme, l'éditorial de Vincent Geloso, c'est fait. Je voulais qu'on parle de Lyon Électrique parce que c'est la débâcle qui continue. La semaine passée, le gouvernement a refusé de rajouter, il faut juste le mentionner, parce que on a quand même déjà mis quasiment un demi-milliard dans l'histoire des autobus Lyon Électrique. Écoute, moi, je suis tanné des expérimentations québécoises et Dieu sait qu'on en a vécu. Là, c'est que ça là, depuis la Révolution tranquille. J'ai l'impression qu'on est une espèce de terrain de banc d'essai socialiste pour tout plein de projets bizarres. Est-ce qu'on va apprendre à un moment donné de tout ça? Écoute, je suis pas sûr que le mot socialiste ici s'applique. Ce que je te dirais que ce qu'on voit, c'est ce que j'appelle ce qu'on peut appeler du capitalisme de copinage. C'est-à-dire ce qui définit en fait le Québec Inc. Et l'idée, c'est que on privatise les profits, mais on socialise les pertes, mais bien sûr avec amour qu'on les socialise. Oui. C'est-à-dire qu'on les délègue à la collectivité et c'est une nature même c'est une des difficultés des démocraties libérales qui est que constamment les groupes d'affaires veulent des traitements privilégiés, ils veulent qu'on privatise les profits, mais qu'on nationalise les pertes. C'est pour ça qu'ils vont se présenter souvent aux politiciens pour demander des aides publiques, pour demander des traitements de faveur, des privilèges, des avantages particuliers. Et le résultat, dans ce cas-ci, c'est que on se retrouve avec des lions électriques, comme on s'est retrouvé avec là, je vais faire une litanie d'exemples, la Métaphoria, des Bombardiers, des cimenteries mécanistes, des cités du commerce électronique, les grappes industrielles de Gérard Tremblay, toutes des choses que des gens plus âgés vont commencer à se rappeler, mais c'est récurrent parce que c'est une nature même des démocraties libérales, parce que les politiciens peuvent rencontrer tout le monde et peuvent plaire à certaines personnes en particulier. Bien, tu as du capitalisme de copinage. Ouais, mais tu sais, quand je dis socialiste, parce que moi, du moment où un gouvernement est le principal bailleur de fonds, qu'il décide qui l'aura pas, qui décide des gagnants, on le dit souvent, c'est l'expression consacrée, qui ramasse les pertes, je te le donne, mais s'il y a des profits, puis on va y revenir, mais s'il y a des profits, oui, les actionnaires vont partir avec, le gouvernement fera pas une scène là-dessus, mais au-delà de ça, ça reste... Tu sais, du capitalisme, je m'excuse, mais c'est libre marché, compétition. Le gouvernement n'est pas supposé de choisir des gagnants. Fait que, tu sais, effectivement, mais tu vois, t'as dit trois choses qui valent la peine de nuancer, qui permettraient à des gens, surtout des gens à Radio-Canada, d'avoir une éducation un peu plus sophistiquée sur qu'est-ce que c'est les différents termes. Un, le socialisme, ça veut dire la nationalisation d'industrie, OK? Il faut que ça soit clair, c'est la possession publique. Je comprends, mais c'est comme on decide, là. Le capitalisme de copinage, en contradiction, c'est une différence très importante qui dit que tu peux être pro-marché, ce que toi t'as dit, libre marché. Et là, ce qu'on a, c'est qu'on n'essaie pas de privilégier une entreprise. On dit que ce qui compte, c'est qu'il y ait des portes ouvertes à la concurrence, que l'État n'essaye pas de choisir des joueurs particuliers, il n'essaye pas de discriminer, il n'essaye pas de choisir. Et tu as ce qu'on appelle pro-business, dans lequel, là, l'État s'acoquine avec les entreprises privées. Et là, dans ce cas-là, tu te retrouves avec ce que beaucoup de gens de gauche, avec raison, critiquent, les relations privilégiées entre des gens qui sont riches, mais qui ont des talents politiques, d'aller convaincre les politiciens de leur donner des traitements de faveur. Pour une personne comme moi, la réponse,
c'est que, il faut qu'on soit pro-marché, pas pro-business. Et comment tu fais pour conserver le pro-marché dans une démocratie libérale? Il faut que tu aies des institutions démocratiques très fortes qui limitent les capacités des politiciens. C'est-à-dire que c'est pour ça que il faut que tu ailles des pouvoirs divisés, il faut que tu ailles des manières de réviser constamment des agences bureaucratiques, donc ce qu'on appelle des clauses crépusculaires, où tu peux dire à tous les 2 ans, Investissement Québec, le principal dispensateur de subventions, à égalité, pas à égalité, mais qui s'acoquine avec le ministère du Développement économique, à tous les 2 ans, il faut qu'on revisite son mandat et tous les députés doivent voter. Et donc, c'est possible qu'il soit aboli à tous les 2 ans. Donc, tu dois constamment revisiter ces conversations-là. C'est une manière de créer des contraintes sur le pouvoir politique et donc sur la tentation de céder au capitalisme de copinage. Et ça, c'est la chose la plus importante qu'on pourrait faire au Québec parce que c'est pas une question d'apprendre la leçon ou non, c'est une question que les politiciens ont toujours un système dans lequel il y a des incitations à céder à la tentation. Mais ils sont tous comme ça. Tu sais, je veux dire, les libéraux faisaient ça, le PQ a fait ça, la CAQ, on pourrait dire, c'est peut-être les champions, là. Mais on dirait que le chemin est tracé et au Québec, peu importe ta couleur, c'est comme ça, là. Bien, la raison, c'est parce que ça veut dire que c'est un jeu d'incitation des institutions qui existent. Parce que si c'est que, en fait, un péquiste va te dire qu'on n'a juste pas subventionné les bonnes industries, un libéral va dire la même chose, c'est que le péquiste n'a pas subventionné les bonnes industries. Ils vont choisir en fonction de quelles sont les contraintes politiques auxquelles ils font face. Ils ont tous des fiascos, ils en ont toutes dans leur valise, là, toute la gang. Exactement, mais c'est parce que les incitations sont les mêmes de manière générale pour tous, c'est-à-dire que tu peux faire des profits politiques en redistribuant des ressources ou des privilèges vers des entreprises. Et donc, que tu cèdes au capitalisme de copinage, c'est juste que le copinage implique que c'est pas copain avec tout le monde, copain avec certaines personnes et on choisit nos copains. Moi, ce que je dis, c'est que si tu veux arrêter ça au Québec, il faut aller plus en profondeur. Il faut que tu mettes des barrières très sérieuses à l'octroi de ces dits privilèges. Donc, par exemple, une des choses que je parle depuis longtemps, c'est que si tu ramènes une chambre haute au Québec, une chambre haute, c'est une manière de ralentir les ardeurs du type de capitalisme de copinage. D'avoir des clauses crépusculaires que je te mentionnais, donc que toutes les agences gouvernementales, à tous les 2 ans, on doit revoter sur leur reconduite. Donc, ils ne peuvent pas être permanentes. Ils sont constamment votés dessus. Que les gens puissent se déplacer plus facilement entre les villes au Québec. Ça limite un peu le capitalisme de copinage au niveau municipal, donc de faciliter la compétition entre gouvernements. C'est une des manières de limiter ça. Tu veux, en toute fin pratique, imaginer les incitations qui encouragent les politiciens à ne pas céder à la tentation. Et ça, c'est pas un truc juste d'avoir le bon politicien, c'est de trouver c'est quoi les bonnes règles du jeu. Et ça, c'est une conversation beaucoup plus importante que celle qu'on a présentement au Québec et celle que je pense que 125, il y en a un que je suis prêt à épargner parce que je l'ai côtoyé pendant longtemps à l'Institut économique de Montréal, mais disons 124 pour être gentil à l'égard de Yuri Chassin, la personne dont j'ai en tête. 124 députés n'ont pas la capacité ou le désir de vouloir comprendre la conversation que je suis en train de mettre de l'avant. J'imagine qu'à quelque part, c'est gagnant pour eux autres. Je peux pas croire qu'ils font ça en se disant on va perdre nos élections si on promet des projets à tout vent. J'imagine qu'à quelque part, politiquement, on a fait le calcul que c'était payant de faire ça. Moi, c'est pas mon cas, là. Moi, quand je les vois partir avec des 100 puis des 150 puis des 200 millions pour donner, exemple, le dernier, puis ils n'ont pas appris visiblement, là, mais je viens de répondre à ma propre question, ils sont partis pour financer une usine de carottes. C'est comme si les carottes, c'était impossible à partir d'une entreprise de carottes au Québec si tu n'avais pas de l'argent du gouvernement. Donc, finalement, on s'en sort pas. Eux autres, ils pensent que c'est payant. Ils arrivent dans une région, ils font une annonce, tout le monde est content, ça crée des jobs. Il doit y avoir ça dans le calcul, Vincent, là. Bien, en fait, c'est qu'il faut comprendre que souvent, et ça, c'est une des natures, il y a un livre excellent en économie de l'économique Fred McChesney qui s'appelle Money for Nothing. Et en gros, ce qu'il dit, c'est que les politiciens se contentent pas souvent d'essayer d'échanger des faveurs contre les rentes. Donc, c'est-à-dire que je te donne, disons, un tarif pour te limiter contre la concurrence, je te donne une subvention, mais tu sais,
ça serait bien qu'après, tu t'appuies mon parti ou que tu encourages tes gens à voter pour moi. C'est-à-dire qu'on fait pas juste ça. Mais en fait, souvent, les politiciens aiment énormément avoir ce pouvoir-là parce que eux reçoivent le paiement. Donc, des fois, ils peuvent menacer, se servir de ça. Et ce que McChesney dit, c'est que si tu leur menaces de leur nuire par des nouvelles réglementations ou des interventions, sauf s'ils reçoivent un paiement, bien là, les politiciens peuvent se servir de ça, peuvent instrumenter des compagnies pour, justement, leurs avantages politiques à eux. Et ça explique pourquoi les politiciens ne veulent pas facilement céder ces pouvoirs-là. C'est pourquoi, quand je dis que les règles du jeu comptent, c'est pas les joueurs qui comptent, c'est que c'est les règles du jeu. Il faut que tu mettes des contraintes très fortes sur les politiciens pour qu'ils n'aient pas accès à ces jeux-là, pour pas qu'ils puissent céder aux tentations politiques de s'immiscer dans le marché au-delà de ce qui serait socialement nécessaire. Donc là, on parle de ce qu'on pourrait appeler les fonctions fondamentales de l'État, mais tu veux les limiter. Comment tu les limites? Ben, c'est des trucs constitutionnels beaucoup plus qu'autre chose. Et c'est encore faut-il les voter. C'est eux autres qui votent les lois. Fait que, c'est sûr qu'il y a est-ce que le chien va s'encager lui-même? C'est une bonne question. Qui garde le gardien demeure la question fondamentale de tous les jeux, de toutes les conversations politiques. Mais une des meilleurs gardiens qu'il y a, c'est que les gens aient une compréhension instinctive de qu'est-ce qui se passe et donc que les politiciens seront punis. Et même de dire que si on croit vraiment que c'est une bonne chose, par exemple, une chambre haute ou des clauses crépusculaires que j'arrête pas de mentionner depuis le début de notre show, c'est que ce que tu fais, c'est que les gens vont le demander, puis éventuellement, il va y avoir un politicien qui va réaliser qu'il peut gagner des élections en proposant ça s'il y a assez de gens qui croient que c'est une bonne idée. Et dans ce cas-là, c'est pas que le politicien croit vraiment à ça, c'est qu'il veut gagner. Et donc, il est le premier à faire défection. C'est pour ça que la persuasion, la suasion morale, de convaincre les gens, c'est la meilleure manière d'aller de l'avant. C'est pour ça que j'explique cette idée-là de manière très claire que il faut que tu changes les règles du jeu. Alors, les gens, demandez d'attacher les mains de vos politiciens. Donnez-leur pas des pouvoirs, demandez des attaches. Oui, c'est dans notre réflexion au Québec, j'ai l'impression que ça passe pas souvent, cette réflexion-là. Là, tu me fais un big picture. Écoute, tu me suis fait rire. Tu as dit quelque chose, puis ça m'a fait rire. Soyez kinky, demandez-leur des menottes pour eux-mêmes. Excuse-moi, mon cerveau était à une place, mais c'est ça que tu veux, c'est que tu veux qu'ils se menottent un petit peu, puis tu veux qu'ils se limitent. Eh ben non, mais tu sais, tu me parles de copinage et de contraintes. Si seulement au moins on avait déjà une barrière, tu sais, le copinage, on peut pas l'empêcher. Là. Des gens qui se parlent, des gens qui ont de l'argent, des gens qui ont des projets, c'est normal que ça se parle. Mais tu sais, j'ai l'histoire ici qui a été largement commenté, c'est sorti d'un média, puis ça, j'ai l'impression que ça n'a pas fait beaucoup de vagues. Marc Bédard, qui est le fondateur de Lion Électrique, a encaissé les premiers montants, je pense que c'était 200 millions au départ pour lancer l'entreprise. Et du moment qu'il est arrivé en bourse, on connaît l'effet. Là, quand tu arrives en bourse, il y a toujours un petit boost. Monsieur Bédard a vendu ses actions quand sont arrivés à leur pic. Monsieur a encaissé 13 millions de dollars. Tu as Nicolas Brunet, le président de Lion, qui, lui, a aussi vendu ses actions à peu près dans le même moment pour encaisser 4,3 millions de dollars. C'est tout de l'argent public, ça, là. Et t'as le fonds d'Alexandre Taillefer qui a fait la même chose, qui a réussi à encaisser de l'argent. Tu sais, si seulement, au moins, Vincent, quand on prête ou on donne de l'argent du gouvernement, il y avait une espèce de clause, il n'y aura pas de profit jusqu'à ce que tout soit remboursé sur la scène. Mais c'est même pas ça. Donc, le copinage est encouragé. Tu sais, là, tu regardes l'autre, tu regardes lui, il s'en est mis plein les poches. C'est à mon tour, j'y vais, je vais payer ma carte de membre, je vais aller dans les soupers du parti au pouvoir. T'sais, on pourrait juste commencer, parce que tu demandes, toi, c'est un changement, là, carrément, de rajouter une chambre au Parlement. Mais au moins, si on pouvait avoir juste l'impression qu'il y a une petite intention de régler ça, mais même pas. Regarde, les gens partent de là, les poches bien pleines, la compagnie est en faillite. C'est extraordinaire. Écoute, c'est sûr qu'il y a des gens, au fait, au Québec, le problème des incitations qu'on a du jeu politique, c'est que ça encourage des entrepreneurs politiques, ceux qui savent transformer les impôts des autres en dividendes pour eux-mêmes. C'est ça que c'est ce qu'on observe. Et la seule manière de s'en sortir, c'est vraiment triste à dire, mais il faut vraiment qu'on pense constamment puis à des manières d'attacher les mains des politiciens. Je sais que je me répète, je sais que j'ai l'air de radoter, mais il faut que vous arrêtiez comme personnage, comme groupe de gens. Puis là, je dis vous, comme je parle aux Québécois en général, mais
Il faut que vous arrêtiez de demander de leur donner plus de pouvoir. Ce que vous devez leur demander, c'est leur demander de se contraindre davantage, de même leur attacher les mains le plus, de rendre des comptes et de ne pas leur donner trop de pouvoir. Si, par exemple, tu dis qu'ils ne peuvent pas rembourser tant et aussi longtemps qu'ils peuvent pas se verser des dividendes tant et aussi longtemps qu'ils l'ont pas fait, ce que tu peux faire en même temps, c'est plus de problèmes parce que tu leur donnes la capacité à l'État de venir mettre les doigts là-dedans. Tu donnes plus de pouvoir aux politiciens d'exercer sur les entreprises. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu changes la nature de la relation entre les entrepreneurs et l'État. Et ça veut dire, plus de compétition démocratique, plus de division des pouvoirs, plus de check and balance, plus de procédures parlementaires longues qui fait en sorte que ça prend du temps d'adopter ces choses-là. Et la raison que ça compte, c'est que ça change les incitations ensuite des entrepreneurs. Si, mettons, tu sais que le processus de demander une subvention est tellement long de manière parlementaire, j'exagère pour simplifier, mais que ça va prendre 5 ans pour que tu l'aies ta subvention, l'entrepreneur va pas essayer de faire d'entrepreneuriat politique pour commencer parce que ça vaut pas la peine. Fait en gros, tu réduis le nombre de gens qui vont essayer leurs mains au jeu de l'entrepreneuriat politique et ils vont se dédier à l'entrepreneuriat de marché, c'est-à-dire de créer des nouveaux produits, d'innover, de changer la nature du produit, d'entrer dans des nouveaux marchés où est-ce qu'ils étaient pas présents avant. C'est la seule manière que tu peux faire ça. Il faut que tu changes les incitations. Toutes les gens qui disent que eux vont mieux se comporter, c'est pas vrai. C'est encore une fois le vieil adage de Milton Friedman. Il est naïf d'espérer que mettre les bons joueurs dans le jeu donnera des bons résultats. Tous nos espoirs devraient être fondés sur l'idée que même le pire des joueurs se sent contraint d'agir de la bonne manière. C'est sur ça qu'on devrait mettre tous nos espoirs. Si vous dites autre chose que ça, vous comprenez pas la nature de pourquoi on continue de répéter des lions électriques, etc. Il y en aura d'autres. Ben oui, il y en aura d'autres. Écoute, si je me pars un parti, je t'engage. Je te promets un poste de ministre. Il y a personne qui voudrait m'avoir dans un parti politique. Je respecte l'adage des Italiens. Un Italien, c'est un individu. 2 Italiens, c'est un parti politique. 3 Italiens, c'est l'anarchie. Moi, 4, c'est la mafia. Je n'irai pas aussi loin. Mais moi, si tu regardes la taille que j'ai, je suis 3 personnes, donc l'anarchie. De toute façon, c'était une joke à mes dépens. De toute façon, Vincent, moi aussi, c'est une joke. Je me pars pas de parti politique. Salut. 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 Bonne semaine.